Hello, bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. On a le plaisir, aujourd'hui, l'honneur de recevoir Maxence, cofondateur de Wagmi Studio. Comment ça va, Bon- Maxence? Bonjour les gars, merci beaucoup pour l'invitation, super sympa. Hâte de commencer cette super discussion. C'est clair, je pense que ça va être une discussion très enrichissante. En tout cas, on a hâte de t'entendre. Et pour commencer cette conversation, Maxence, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours qui t'a permis d'arriver jusqu'à là-bas, cofonder Wagmi Studio? Est-ce que tu peux nous Ouais, expliquer tout ça? bah écoutez les gars, moi j'ai 28 ans, j'ai fait des études assez traditionnelles de management d'entreprise et je me suis trouvé un bon petit duo quand j'étais en cours avec Jean-Nicolas Hénard qui est aujourd'hui mon associé. On s'est trouvé un bon petit duo à l'époque où tout le monde révisait les cours, nous on créait des applications et toutes sortes de services. Donc à l'époque, je me rappelle, j'avais créé moi un jeu pour téléphone. Lui, il avait créé un agenda pour étudiants. Donc déjà à l'époque, on aimait bien ce principe d'entreprendre. L'entrepreneuriat, on était à fond dedans. On allait dans des concours un peu d'entrepreneurs parce qu'on était basé à Tours initialement à l'époque. Ensuite, on s'est un petit peu perdu de vue parce qu'il a terminé ses études à Abu Dhabi et moi, je les ai continuées à Nantes. Et après, on s'est retrouvés à la fin de nos études et on s'est dit que on devait un peu reprendre tout ce qu'on avait fait. Donc, on n'a pas cherché de CDI, pas particulièrement. On s'est direct dit, écoute, il faut qu'on lance une boîte. On avait commencé par créer une boîte dans l'influence marketing, absolument rien à voir. On avait créé toute une techno parce qu'à l'époque, on avait trouvé également une belle équipe cofondatrice technique avec qui on avait travaillé sur un système qui permettait de créer un système de récompense. À chaque fois que tu allais au restaurant, que tu partageais une story, tu avais une récompense au comptoir. Ça faisait de la data pour le restaurateur et toi, tu étais super content parce que tu avais un cookie à la fin de ton repas. Donc, on avait créé cette techno. Ensuite cette boîte-là, on l'a revendue. On est rentré en fonds d'investissement avec Jean-Nicolas et avec l'équipe technique également, parce qu'on est vraiment restés, vraiment très liés tous les 4 au final, parce qu'il y avait Jean-Nicolas en associé direct et Jérémy et Théo en associé technique. On est rentré en fonds d'investissement. On a monté un startup studio avec le fonds d'investissement Ava Capital. Ouais. C'était une on s'était aussi associé à l'époque avec le fonds directement qui s'appelle Alexandre Nichaï, le directeur du fonds, le fondateur du fonds. Et il nous a vraiment fait confiance. On a créé un startup studio, c'est-à-dire que à la fois, on accompagnait les boîtes du portefeuille du fonds d'investissement à se développer. C'est-à-dire que s'ils avaient un besoin market, commercial, technique, financier, on les accompagnait. Et quand le Alexandre avait des idées de boîte, on les lançait dans l'immobilier, dans la santé, et cetera. Donc on avait vraiment, une double casquette côté agence et côté un peu startup studio. On est resté un moment avec lui, c'était une super expérience, c'est vraiment quelqu'un, formidable et une fois qu'on a terminé cette expérience, on a, eu l'occasion d'entrer dans le milieu de la blockchain, et on a commencé par, développer Wagmi Studio. Et aujourd'hui, Wagmi Studio, c'est, une agence qui accompagne les grands groupes dans la création de projets Web3. Donc vraiment de la pédagogie en créant Wagmi Academy, au conseil, à la réalisation technique jusqu'à la gestion de projet. On s'occupait de tout et on a une deuxième branche, on a repris un peu le même concept que lors du Startup Studio, c'est on a la branche très agence et on a la branche aussi très Startup Studio où on crée des boîtes en interne. Donc là, on est sur un sujet hyper chaud qui est les ZK, les Zero Knowledge, sur l'identité numérique. On pourra en parler plus tard. Mais voilà, principalement, c'est agence et start-up. Et on est vraiment dans l'écosystème et l'univers Web3 NFT. Et aujourd'hui, dans l'équipe, on est maintenant 7. Donc une partie très technique, gestion de projet et commercial. Ok. Voilà un peu pour la Donc, petite on va histoire. dire ultra diversifié en offres, par contre assez concentré sur un secteur d'activité. Ça a l'air d'être vraiment très très bien pensé. Félicitations Maxence. Vous êtes combien de cofondateurs chez Wagmi Studio? Trois Alors, du on est coup? 4 fondateurs. On a du Quatre. coup Ok, Jean-Nicolas, cool. Théo et Jérémy. Et étant donné que Sophie, notre gestionnaire de projet, elle travaillait vraiment, vraiment bien, on a décidé aussi de lui donner des parts dans l'entreprise
pour qu'elle soit aussi beaucoup plus incentivée. Donc, on est 4 cofondateurs, mais on est 5 associés. 5 avec, du coup, avec Sophie. Ok, super. Exactement. Ah, super. Et vous êtes répartis comment les tâches? C'est quoi, toi, ton rôle et ta vision au sein de Wagmi Studio? Comment, toi, tu travailles à l'intérieur de la société? Alors initialement, nous, on est vraiment des purs product lovers, c'est-à-dire qu'on aime bien, concevoir des bons produits, on aime bien concevoir des belles interfaces utilisateurs. En fait, moi, je suis un passionné de SaaS de base. J'aime Ok. beaucoup les modèles, mais un peu comme tout le monde, tu sais, c'est un peu le saint graal d'avoir un SaaS avec du MRR qui tourne. Tu es le roi du monde avec ça. Sauf qu'au début, on est arrivé vraiment très early dans le Web3 et donc, tu as pas de SaaS, tu as pas de MRR qui tombe avant un moment parce qu'il faut déjà concevoir les usages, il faut vraiment comprendre de quoi on parle et il faut créer de la valeur là où c'est important. Et au début, même encore aujourd'hui, c'est compliqué de créer un SaaS Web3. Donc, ce qu'on a fait, on a créé une agence et je pense que l'agence, c'est le meilleur move ever parce que tu es comme un cheval de Troie. C'est-à-dire qu'à la fois, tu montes en performance et en compétences et à la fois, tu vas concevoir des projets pour des boîtes, donc tu vas gagner de l'argent et à la fois, toi, tu vas monter en compétences et tu vas te dire: «OK, cette verticale-là, elle est super rentable, elle apporte beaucoup de valeur» ou au contraire: «Le projet que j'ai fait à ce client-là, il apporte un peu moins de valeur». Donc en fait, même toi, dans ton spectre, dans ton champ de vision, tu arrives à te dire: «Bah, dans cette jungle du Web3, je vais dire n'importe quoi, bah, c'est la finance et dans la partie finance, ça va être, le staking qui a le plus de valeur». Et donc c'est un super, je trouve, cheval de Troie quand tu veux rentrer dans une industrie. Commencer par l'agence, se casser les dents un peu partout et ensuite se spécialiser. Aujourd'hui, nous, on est encore dans cette dynamique d'agence. On n'a pas encore trouvé cette logique MRR SaaS sur un sujet en particulier, mais je pense qu'on va y arriver au fur et à mesure. En tout cas, on se laisse le temps de le faire. Ok. Ok. Et donc, du coup, toi, ta partie pure dans la société, c'est vraiment la partie développement et gestion de projet. C'est exact. Ouais. Alors pardon, ouais, pour répondre à ta question, on est 7 aujourd'hui dans l'entreprise. Hem, heu, Moi, je m'occupe de la partie purement commerciale, vraiment commerciale, gestion de la boîte, vision de la boîte, et manager des équipes. Ça, c'est vraiment mon job, à temps plein tous les jours. Jean-Nicolas, c'est mon homologue sur ce sujet-là. On se divise juste les sujets. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une belle équipe technique, d'avoir une personne qui gère bien les projets. Et donc, avec Jean-Nicolas, on va juste scinder entre guillemets les équipes. Moi, je vais m'occuper d'une partie, Jean-Nicolas d'une partie, Jean-Nicolas va s'occuper d'une partie des clients et moi du reste. Donc, déjà, ça, on se scinde là-dessus. On ramène du business pour Wagmi au travers de podcasts, au travers d'événements. Euh, on va parler avec toute la terre entière et on fait aussi aussi de travail très basique commercial. Sophie, elle, s'occupe de la gestion de projet, c'est-à-dire c'est le goulot d'étranglement. On lui rapporte les projets et elle s'occupe d'allouer les bonnes ressources au bon moment. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Ça permet du coup d'allouer les bons développeurs aux bons projets pour que ça soit à la fois rentable et pour qu'on ait toujours suffisamment de bandes passantes pour travailler sur tous les sujets. Et puis les développeurs, eux, par effet d'écoulement, eux, ils reçoivent les projets et ils travaillent pendant une semaine, un mois sur un projet. Et ensuite, on leur réalloue encore un nouveau projet. Donc, on est vraiment structuré de cette manière-là. Alors, c'est pas du tout pyramidal, mais c'est parce que j'aime bien la voir de cette Mmh. manière-là. Et ça nous permet d'avoir une super organisation et donc à la fois de pouvoir répondre aux demandes des clients et à la fois ça nous permet d'allouer suffisamment de temps parce que Sophie, je sais pas, va booker, on va dire, les développeurs à hauteur de 80%. Et donc les 20% restants, soit on va s'occuper pour faire de la R&D, soit on va s'occuper de faire du développement de projets internes. Mais vraiment, il faut me considérer moi au début exactement comme un commercial. En fait, une boîte, c'est fait alors c'est basique, hein, mais c'est fait pour ramener de l'argent, et donc même avec n aujourd'hui, on est trop petit pour structurer une équipe commerciale en plus. Donc en tant que dirigeant, on est également obligé de prendre la casquette, commerciale. Mmh. Et parce qu'aussi il y a un piège dans les agences, pardon Lupo, il y a un OK. piège, c'est que, quand tu fondes une petite boîte,
comme ça, en tout cas qui est aujourd'hui, petite, tu, tu associes ton image à la boîte et aujourd'hui, ce qui fait qu'on vend, c'est le fait d'être présent sur des événements, de Mmh. connaître d'autres acteurs de l'écosystème et je ne sais même pas si, aujourd'hui, structurer une équipe commerciale nous rapporterait plus de bises, Mmh. sachant que la plupart du temps, c'est beaucoup de copinage, beaucoup de personnes qu'on connaît. Donc voilà, donc du coup, c'est à la fois positif, mais parfois ça peut être vu comme un piège. Ouais. Ouais, parce que c'est un peu un peu le mot piège, c'est un mot qui est fort aussi, mais le piège des agences, comme tu dis, c'est que au niveau de la scalabilité, bah, en plus, si vous êtes vraiment les figures, comme tu dis, c'est vous qui allez créer du réseau, c'est vous qui allez faire du lien. Par contre, le point sur lequel peut-être, la partie commerciale, c'est une partie qui au final, vous arrivez à bien gérer tous les 2. Et ce que moi j'ai l'impression en tout cas sur les agences qui fonctionnent bien, c'est que derrière, bah, toute la partie justement onboarding, Ouais. s'occupe, excuse-moi, j'ai oublié son prénom, c'est comment? Sophie? La fille? Ah, Sophie, pardon, Ouais. c'est ultra, ultra important, bien onboarder les clients, bien allouer les bonnes ressources et au final, peut-être que c'est même cette partie-là qui est à même à prendre en considération et à scaler entre guillemets plus, à donner du renfort à Sophie pour qu'elle puisse, onboarder, mieux, plus de monde et cetera, pour après répartir les projets. Mais c'est vrai que le Complètement. business d'agence, ouais, il y a ça et il y a le fait de dire, moi je vois beaucoup d'agences, alors web 2 et web 3, mais beaucoup web 2 parce que, enfin, j'ai plus de cas, mais qui se transforment vraiment en écosystème et qui au final arrivent à anticiper vraiment tous les problèmes de leurs clients et dire: «OK, aujourd'hui, on t'accompagne parce que tu as une problématique et on te donne déjà une grosse solution, mais on sait déjà les problématiques qui vont arriver ensuite et on a déjà des solutions après». Ce qui fait qu'on a moins ce côté, MRR, trop cool où, bah, en fait, c'est bien tous les mois, on voit que ça grandit et que ça tombe, mais on peut le matérialiser d'une autre façon en incluant, bah, des services, des apports d'affaires, en pluguant, différents services comme ça. Je sais pas si c'est déjà quelque chose que vous mettez en place vous, Si, de si, votre côté? exactement. Ouais. Exactement. De toute manière, c'est un jeu, l'agence, c'est un jeu d'humain pour le moment. Donc, c'est comme un jeu d'échecs. Il faut juste placer les bonnes ressources au bon endroit. Effectivement, comme tu le disais juste avant, nous, l'objectif, c'est de renforcer, l'équipe de Sophie pour qu'à long terme, c'est ce qui va nous permettre de fidéliser des clients. C'est comme tu dis, l'onboarding, le suivi, la fidélisation soit optimal et donc que, bah, on puisse continuer à onboarder, à fidéliser et à amener un maximum de personnes. Donc, oui, effectivement. Ouais, on le voit de toute façon, ce modèle d'agence-là, il est ouais, il est super parce que comme tu dis, ben, humainement, tu as une proximité, tu partages des choses il y a plein, 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 plein de choses à mettre en place et vous avez la capacité ou combien est-ce que du client, du coup, vous arrivez à accepter au niveau mensuel, trimestriel? Est-ce que vous fixez justement des limites pour être sûr de maintenir la qualité ou comment est-ce que vous organisez les choses? Alors, bonne question. Alors non, on ne se fixe pas forcément de limites. On va uniquement trier les projets. C'est-à-dire que, on a une vision très héroïste. C'est pas parce qu'on parle de Web3, de NFT qu'il faut que ça soit que de l'innovation et qu'on dépense de l'argent à tout va juste pour tester. Ça, je suis pas forcément d'accord avec cet état d'esprit. Il y a beaucoup d'agences qui fonctionnent comme ça. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, si on investit dans quelque chose, c'est pour effectivement avoir un retour sur investissement. Donc tous les projets, qui nous semblent pas forcément très smart, où la valeur perçue n'est pas si élevée que ça et si un client nous dit: «Écoutez, je vais mettre des NFT, à tout va», nous, on saura en fait les conseiller et leur dire: «Écoutez, moi, je pense sincèrement qu'il y a pas besoin de NFT». Et moi, j'ose le dire. C'est-à-dire quand je suis parfois avec des clients et que j'ai la directrice d'un grand groupe, j'ai le responsable innovation et j'ai le DSI, je vais me poser et je vais leur dire concrètement: «Ça sert à rien d'avancer sur ce projet parce que là, vous allez juste vous cramer. Vous avez une cartouche d'innovation, ne l'utilisez pas pour ça,
parce que pour le moment, la valeur n'est pas là. Et du coup, en fait, naturellement, on a suffisamment de projets. Alors en fait, on écrème au début pour dire: «Nous, on veut que travailler sur des projets qui vont vraiment apporter de la valeur». Si c'est juste pour dire: «Écoutez, oui, on a fait un peu d'innovation», oui, ça peut s'entendre, mais enfin, moi, ça me plaît pas de travailler sur un projet, j'arrive pas à le défendre. C'est-à-dire que 100 des projets aujourd'hui qu'on a développés chez Webmy Studio, je peux les défendre. Je pense sincèrement qu'il y a un intérêt. La Poste, j'en suis assez convaincu qu'il y a un intérêt. PMU, je suis assez convaincu. Quand on avait travaillé sur des sujets comme Pernod Ricard, sur l'engagement collaborateur, j'en suis convaincu. Donc voilà, donc aujourd'hui, je pense que nous, on peut travailler, je pourrais pas te donner de chiffres parce que, je pense qu'un développeur peut, travailler sur 3 sujets en même temps, à peu près. Mmh. Donc si on fait le calcul, hein, 4 fois 3. Par contre, si on a des besoins supplémentaires, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par des partenaires. On se ferme jamais et on estime qu'on n'est pas, on a encore besoin des autres. On n'est pas les seuls sur cette terre. Donc quand on a besoin de renforts, on n'a aucun problème à passer par des renforts et au contraire, si on n'en a pas besoin, on va tout internaliser. Donc on est crème, on peut tout produire en interne et si on a trop de demandes, on externalise. Ouais, en tout cas, ça fait du bien d'entendre et on l'entend soit de beaucoup de personnes qu'on reçoit, sur le podcast, et beaucoup de personnes qui sont un peu incubateurs, hub et cetera et qui vraiment et c'est ça qui est très cool, qui mettent au centre l'utilité d'un projet et c'est pas parce que c'est Web3 que forcément c'est génial. Il y a des Ouais, utilités, enfin voilà, à quoi ça va servir vraiment quoi en fait? Quel ouais. problème est-ce que ça résout et quelle va être l'utilité? Et j'ai l'impression que c'est aussi ta philosophie, enfin votre philosophie, chez Wagmi quoi. Complètement et en fait, ce qui me fait mal au cœur aujourd'hui, c'est que la plupart des projets Web3 n'ont pas d'utilité et il y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille qui est assez, qui est assez dur à entendre, mais le jour où on a commencé à mettre utility devant NFT, c'est qu'il y avait un problème. C'est comme si on disait utility internet. Donc ça veut dire qu'un internet de base n'est pas utile. Et en fait, quand on commence à se dire: «Ouais, OK, non, on va bosser sur un utility NFT», il y a un problème dans cette phrase. C'est Ok. censé être utile, sinon on développe pas quelque chose qui n'est pas utile. Donc moi, les utility NFT, enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais la phrase n'a aucun sens. On va travailler sur un projet dont les NFT vont pouvoir être soit un levier de croissance, soit ça va permettre de structurer techniquement ou, soit on trouve une utilité parce qu'il y a un partenariat smart à faire avec Artefact de collaboration et cetera. Mais il faut qu'on remplisse des cases. Si c'est juste pour dire: «On va faire des tickets d'événements», heu, moi je trouve que ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, tout fonctionne très bien. Faire un ticket d'événement, Web3 déjà qu'un ticket d'événement Web2, c'est compliqué parce que personne n'a internet dans les événements. Aujourd'hui, faire par exemple un ticket Web3, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun Ouais. sens. Après, si on m'apporte le côté peut-être collectible et cetera, pourquoi pas, je veux bien l'entendre. Mais la plupart des projets, j'ai l'impression qu'ils veulent juste mettre du NFT. En fait, ils prennent des usages, ils mettent du NFT et ça y Parce que est, ça fait sexy et on pense que ça ça a fait de la valeur. sexy et Ouais. révolutionnaire un petit peu. Et ils se disent, OK, je vais mettre NFT, comme ça je suis un peu à la mode, non? Ouais, mais en Parfois, fait, ouais, exactement. Mais exactement, c'est ça. C'est que je pense, mais à la fois, ils ont raison parce que il y a des hypes et parfois, il faut c'est prendre sûr. la vague et faut le faire. Ouais. Mais, mais j'ai l'impression que en faisant ça, toi-même, tu te structures pas. C'est-à-dire que si tu prends toutes les vagues, c'est bien, c'est top parce que du coup, tu vas avoir plein de business, mais tu vas pas te structurer dans la durée. Moi, je préfère refuser en disant, bah, il y a une hype. Quand BTC Ordinal est arrivé, moi, profondément, je me suis dit: «Mais j'aime pas, en fait, la valeur que ça dégage, les BTC Ordinals». J'aime pas, je suis pas fan. Pour moi, Bitcoin, je suis pas du tout maximaliste, mais c'est quelque chose d'assez pur et je trouve ça un peu dommage de commencer à casser cette Ouais. infrastructure ou cette image très pure, très pure. Et donc, quand on a commencé à nous dire: «Bah, venez, on fait des projets, ordinaires», on a dit: «Non». Peut-être qu'on aurait pu prendre un peu d'argent sur les projets, mais je trouve que faut avoir une vision et faut rester quand même
assez, faut suivre sa vision et faut pas essayer d'être à droite, à gauche. Faut rester assez focus sur tes pensées, sur auquel tu crois. Et aujourd'hui, moi, j'ai une conviction assez profonde dans le Web3 et on fait tout justement pour suivre cette conviction et pas divaguer, aller à droite et à gauche. Ok. C'est super clair. Et quand tu parles de projet, on sait que vous avez travaillé avec différentes grosses boîtes, comme tu le disais au début, La Poste, PMU, Française des Jeux, L'Oréal, Casino. Je pense que la liste est longue. Pernod Ricard, tu en parlais juste avant, la Croix-Rouge. Comment ça se passe quand tu travailles avec eux? Est-ce que tu peux nous expliquer quel est votre rôle au-delà, j'imagine, du conseil? Comment vous les accompagnez? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus de ça sur la partie projet? Ouais, complètement. Alors, il faut savoir que nous, on adore bosser avec les grands groupes, parce que souvent, en tout cas dans notre cas actuel, ils vont pas chercher ils vont développer en fait un projet à très long terme. Donc, ils vont pas chercher en une journée de gagner énormément d'argent. Ils vont chercher un projet héroïste, mais sur du long terme. Donc ils vont se donner les moyens de faire un projet héroïste. C'est pas, vite, je mets 1000 balles en pub, je mets, 500 € dans ci, dans ça et je vais vouloir, percevoir une forme de rentabilité. Il y a une vraie structure et c'est souvent mûri en interne pendant des années. Typiquement, La Poste, il y a une personne et je lui fais un coucou à Jonathan qui s'occupe de cette partie blockchain à La Poste. Ça faisait au moins 3 ans qu'il militait. Donc 3 ans, tu as une structuration de la pensée, tu as une certaine vision et si ton projet passe au bout de 3 ans, c'est qu'il va rester encore pendant 15 ans. Et donc c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a tellement une barrière à l'entrée énorme lors des choix des projets en interne dans les grosses boîtes, que tous ceux qui passent, ça va être des beaux projets. Ou en tout cas, la plupart vont être des beaux projets et en tout cas vont être soutenus par les équipes en interne. Donc ce qui est intéressant de bosser avec les grands groupes, c'est que 1, ils sont structurés, 2, ils ont du budget et nous, en tant que plus petite équipe, on peut se rattacher à, de la gestion opérationnelle qui tourne déjà en interne, à une organisation type, on peut aussi se rattacher à toute une équipe, de spécialistes qui va nous aider, qui va nous accompagner et donc en fait, on team up énormément. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté grand groupe très structuré et petite boîte hyper agile. Et quand tu as ce modèle-là, Wagmi, La Poste, Wagmi, PMU, etc., tu vas très vite. À la fois, tu leverages ce qu'il y a en interne, les relations, les compétences, etc. Et à la fois, tu n'es pas en interne dans l'entreprise, donc tu peux te permettre de dire des choses et tu peux te permettre d'aller plus vite. Donc, comment ça marche? Il y a 2 types de projets en général. Soit c'est un appel d'offres, donc c'est un appel d'offres public. Bon là, il faut remplir un cahier des charges. Il faut respecter au maximum, les règles. C'est très scolaire, il y a des notes et il faut, répondre absolument aux notes. Ou sinon, nous, on va directement les voir. Ils n'ont pas émis d'appel d'offres particulièrement. On les rencontre sur des salons, sur LinkedIn, un peu partout et soit ils ont un projet et auquel cas, bah, nous, on va analyser le besoin. Donc peut-être que c'est un besoin juste sur le conseil, peut-être c'est un besoin juste sur la tech ou au contraire, c'est un besoin peut-être, sur quelque chose qui n'a rien à voir et auquel cas on va connecter nos amis, des partenaires. Ou sinon, ils en ont aucune idée et on va co-construire un projet avec eux. Et là, c'est pour ça qu'on a développé Wagmi Academy. On a développé toute une plateforme. Il y a, au moins, il y a des dizaines et des dizaines d'heures de formation, qui sont, disponibles. On va leur mettre à disposition pour qu'ils se forment, pour qu'ils puissent avoir les bases du Web3 et que tout le monde parle le même langage. Parce que souvent, dans les grands groupes, il y a tellement de monde que parfois, il y a des personnes, ça va être les réfractaires. Ils vont dire non, le Web3, c'est du terrorisme, c'est du blanchiment d'argent. Il y a souvent des amalgames qui sont faits comme ça en interne dans les grands groupes. Il y a un peu les Gaulois. Et puis, il y a le reste qui, eux, vont pousser le projet, vont être à fond derrière. Et donc, du coup, nous, l'objectif, c'est à la fois faire de la pédagogie. Une fois que tout le monde a le même niveau de connaissance, on va faire des workshops, conseils, projets. Peut-être que là, il pourrait y avoir de la valeur. Peut-être qu'ici, il y a de la valeur. Comme je vous disais tout à l'heure, ici, je ne vois pas de valeur. Ça ne sert strictement à rien de travailler sur ce sujet-là. Et après, une fois que c'est validé, on cherche le budget, on met en place la tech,
la gestion de projet, et après on fait en sorte que le projet fonctionne. Et par exemple, Ok, typiquement, c'était le cas avec la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, pareil, un jour j'étais sur un podcast et j'ai vu plein de participants. J'ai contacté la Croix-Rouge et maintenant on est en train de travailler sur un super sujet. Euh, et nous, on a commencé par leur dire, bah, écoutez, peut-être que vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça. Et en fait, on itère en permanence. Donc vraiment, juste pour résumer, du coup, la collaboration entre les grands groupes et les startups, ce que j'aime beaucoup, justement, c'est cette mix d'agilité, structuration. Pour moi, c'est le meilleur modèle. Et il y en a un qui a surfé dessus, c'est 3-2-1 Funded. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un startup studio qui est très performant. Ils ont travaillé notamment avec PMU et Stable. Et eux, ils allient exactement ça, la performance des grands groupes et l'agilité des startups. ok, ok. Et est-ce que tu peux nous donner, sans dévoiler le nom de la société, nous donner un cas d'usage de comment ça se passe? Je sais pas, moi je suis un grand groupe, j'écoute ce podcast, je viens voir Wagmi Studio, où je voudrais me développer sur la blockchain. Comment ça se passe très rapidement, hein, sans aller dans la partie bien sûr confidentielle, sans même dévoiler un nom, mais comment ça se passe sur cette partie-là? Je peux me faire accompagner de A à Z si je veux un projet blockchain. C'est pour créer des NFT, je peux vraiment tout faire, je peux me tokeniser. Qu'est-ce qu'on peut voir avec Wagmi? Ouais, exactement. Bah, en fait, c'est tellement vaste le Web3 Ouais, que je ne pourrais pas te dire bah, faire des NFT, tokeniser, etc. En fait, nous, ce qu'on fait justement dans un premier temps, c'est comme je te disais, c'est de la pédagogie, beaucoup de pédagogie. C'est-à-dire que typiquement, quand un client vient nous voir, dans un premier temps, je lui propose un atelier. De quoi on parle? Et quel est l'intérêt du Web3? C'est quoi les tokens? C'est quoi les NFT? Et on donne des cas d'usage. On dit, bon, bah voilà, typiquement, La Poste va leverager ou va ouvrir sa communauté, ouvrir la vente des timbres à une toute nouvelle communauté parce qu'ils vont les rendre sous forme de NFT et donc beaucoup plus innovants. Donc en fait, on va leur donner des exemples. On va dire, bon, bah, typiquement, les NFT, voilà à quoi ça sert. Les tokens, à quoi ça sert. Je ne sais pas, la blockchain en général, à quoi ça sert. On explique, on ouvre un peu les chakras, comme dirait Alexandre Ishai, la personne avec qui on travaillait avant, dans le fonds d'investissement, était très dans l'ouverture des chakras. Et ben on ouvre les chakras. Et une fois que les chakras sont ouverts, on remarque, dans 100% des cas, les clients vont se projeter. Ils vont se dire: «Ah mais attends, du coup, ça veut dire que moi en tant que marque, cosmétique, je peux, créer une expérience spécifique donc ça pourrait me permettre de, je sais pas, d'offrir une expérience unique à un client ou ça me permet de faire des digital collectibles, ça me permettrait de faire ci, faire ça» et en fait, on n'est pas là pour vendre un projet, on est dans un premier temps juste pour que le prospect s'ouvre l'esprit. Ensuite, on refait un call où là, effectivement, on va plus parler de ses idées et moi, je vais en proposer plein. Je vais dire: «Voilà, vous êtes une association, pourquoi pas, tokeniser l'association et faire en sorte que les gens aient des parts de l'association? Vous souhaitez faire une levée de fonds, bah, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'optimiser la levée de fonds en permettant aux gens de ne plus, uniquement donner de l'argent, mais donner de l'argent, vivre une expérience et aller beaucoup plus loin?» En fait, en fonction du modèle, nous, on va attendre que le prospect ait des idées et je vais surtout aussi proposer pas mal d'idées. Et une fois qu'on a fait donc le call de pédagogie workshop, le call où on va un peu plus loin dans la projection de projet, et ben là, on va commencer à sélectionner un ou 2 cas d'usage en disant: «Comment ça peut être héroïste? Comment ça peut apporter de la valeur à votre boîte?» et NFT, blockchain, token versus pas cette technologie. Donc déjà, on va confronter. Si les NFT ne sont pas utiles, on va pas aller plus loin. Au contraire, si les NFT ont de la valeur, on estime avoir de la valeur. Et ensuite, le quatrième, on va partir sur un, et ensuite on va commencer par faire du conseil sur un, et on va foncer dans un. Mais vraiment, il faut y aller sous forme d'entonnoir. Je pense que c'est important. Moi, j'ai dû passer au moins des centaines et des centaines d'heures à faire de la pédagogie gratuitement aux gens, mais Ouais, c'est tellement important que les personnes comprennent à la fois que c'est bien et à la fois que parfois ça sert à rien. Et il faut pas cacher cette partie-là. Il y a des parties où parfois les NFT servent à rien et à la fois
certains moments, les NFT, pour moi, ont énormément de valeur. Pour le coup, dans certains cas d'usage, il n'y a aucun moyen de substituer un NFT. Typiquement, je pense à des plateformes dans le vin. Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. C'est de se dire, tu as une bouteille en cave et nous, sur une marketplace, on va acheter une bouteille de vin. Ok, la bouteille de vin est associée à une bouteille en cave. Enfin, le NFT vin, pardon, est associé à une bouteille en cave. La bouteille en cave ne bouge jamais. Nous, tous les trois, on peut s'acheter, se vendre le NFT. Les prix vont augmenter. Et on sait pertinemment que la bouteille reste en cave et qu'on n'a pas à se l'envoyer par la poste. Et c'est un cas tout simple. Si ça avait été un mail, ça n'aurait pas pu fonctionner. Je n'aurais pas pu vous envoyer un droit de propriété par mail. Ça ne marche pas. Par contre, effectivement, le côté, non, j'ai mon petit token, tiens, je te le transfère. Et tu sais qu'elle est toujours en cave et qu'elle est là. Ça, c'est un vrai cas d'usage. Donc, parfois, il y a des pépites. Il faut juste se concentrer dedans et réfléchir à comment ça peut porter de la valeur. Ah non, tu as 100% raison, ça peut être valable sur l'or, parce qu'on a entendu aussi parler pas mal de personnes qui tokenisent des lingots d'or, et il y a des gens qui se disent, bah, ça sert à quoi de tokeniser de l'or et tout. Ah oui, bah, effectivement, c'est juste faciliter l'échange du tiers de propriété, et c'est vraiment là, il y a une grosse valeur. Est-ce que tu peux, vraiment c'est super intéressant tout ce que tu fais, est-ce que tu peux nous expliquer comment réagissent les personnes en général quand tu arrives avec la partie pédagogie et que tu dis, bon, OK, bon, nous, on est du Web3, tu viens voir un grand groupe et tu lui dis, bon, bah, on peut vous apporter de la valeur sur la blockchain, sur des NFT, sur de la tokenisation, sur différentes choses. Et quelles sont les premières réactions? Et je pense que ça a dû évoluer entre la création de WAGMI et maintenant. Au début, je pense que ça devait être laisser tomber, on ne veut même pas en parler. Bon, après, vous n'avez pas la même notoriété forcément à la création que maintenant, donc le discours change aussi avec la notoriété. Mais je pense que tu as dû en voir de toutes les couleurs. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'idées sur la partie pédagogique, comment ça se passe? Complètement. Alors, il y a eu plusieurs phases, comme tu le dis. Nous, on a eu la phase au début, ça m'intéresse pas. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Parle-moi français. Il y a eu la deuxième partie, la deuxième où on était plus en fin 2021-22, où là, c'était prends mon argent. Mais vraiment, je ne veux pas savoir, entre guillemets, à quoi ça sert. Vraiment, il y a eu une période en 2022, c'était prenez mon argent, les NFT, c'est l'avenir. Personne ne comprenait rien, mais prenez de l'argent. Et aujourd'hui, on est plus sur le Web3 a de la valeur, c'est intéressant à long terme. L'IA aujourd'hui est plus héroïste à l'instant T. J'ai une enveloppe budgétaire qui est aujourd'hui qui est toute petite. Donc la plupart de mon budget, je vais soit l'allouer à une autre techno, à l'IA tout de suite où je peux gagner de l'argent. Je vais cutter, je vais co-skiller grâce à l'IA. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le bordel, hein, financièrement parlant et businessment parlant dans le monde. Il y a évidemment plein d'opportunités qui se dessinent, mais majoritairement parlant, il y a quand même beaucoup de coupures budgétaires, hein, SAP qui vire encore 400 personnes, Ledger et compagnie. Donc aujourd'hui, on a compris l'intérêt. Par contre, va falloir être encore plus sharp sur la rentabilité. Va falloir vraiment cibler la rentabilité. Donc on a vu en fait la courbe de prenez mon argent, je m'en fiche. Et là, c'est prenez mon argent, mais par contre, il va falloir que ça soit rentable. Donc aujourd'hui, quand on arrive vers une marque et qu'on lui propose de la pédagogie, majoritairement parlant, dans les grands groupes, ils connaissent le Web3. Ils ne connaissent pas les subtilités du Web3, mais ils ont déjà entendu parler et ils sont souvent ouverts.
ils sont souvent ouverts à la discussion. Pareil en 2022. Moi, c'était juste en 2021 où effectivement, ils étaient beaucoup moins ouverts à la discussion parce que il y avait parfois beaucoup de connotations. En vrai, terrorisme, blanchiment d'argent, il y a encore plein de personnes qui me disent que ça permet de financer le terrorisme et la guerre, le Web3 et la crypto. Bon, il y a une grosse confusion entre Web3, crypto, blockchain, métavers. Il y a un bordel sans nom. Mais les gens, du coup, reculent. Et je comprends parce que c'est tellement compliqué, la pédagogie est tellement éclatée qu'à un moment donné, Ouais, ils se perdent un peu. Mais donc, certaines personnes, c'était tout ce bordel, toute cette jungle, c'est terrorisme, blanchiment d'argent. Et je suis content parce que grâce à tous les acteurs en France, franchement, on n'est vraiment pas dégueu en France. Il y a plein d'acteurs vraiment cool. Quand je compare à certains pays, on peut, pour le coup, on peut vraiment être fier du travail qu'on a fait. Et c'est que le début. On va continuer encore à travailler sur ces sujets-là. Mais effectivement, les mentalités ont bien évolué et je pense qu'elles évoluent positivement parce qu'en fait, c'est beaucoup plus sain de vouloir investir dans une technologie dans un but de rentabilité que juste pour cramer de l'argent. Donc on est dans une démarche beaucoup plus saine aujourd'hui. Et ça fait plaisir, ça se ressent dans les échanges. ouais, ça prend du temps, mais ça arrive de plus en plus. Et je pense que là où ça aide, c'est effectivement l'éducation, le fait que tu sois présent dans des salons, que tu sois présent dans des events, tout ça, ça aide. Que tu sois membre dans différentes organisations comme The Big Welt, NFT Paris, NFT Factory, la DAN, etc. Enfin voilà, tu es présent un peu partout. Ça, je pense aussi que ça aide. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner un peu plus ta vision en tant que membre dans ces différentes organisations? C'est quoi le rôle? Comment ça se passe? Alors, en fait, ça dépend de l'organisation. La DAN, on y est souvent. C'est vraiment une association pour soutenir et pour accompagner la réglementation au niveau européen. C'est intéressant en tant qu'acteur de pouvoir donner son point de vue sur le pragmatisme et sur la réalité économique. Souvent, ceux qui font les lois, ceux qui parlent, c'est souvent ceux qui ne font pas. Et ce qui est, je pense, important, c'est justement de donner la parole à ceux qui font. On le voit aussi tous les jours avec les tracteurs dans Paris qui se bougent et qui disent bah non, la loi aujourd'hui n'est pas bonne et nous, on va vous donner notre réalité économique de ce qui se passe tous les jours. Et je pense que si tu laisses pas la parole à ceux qui font, au bout d'un moment, ça pète. Parce que les gens vont pas comprendre et tu peux pas créer un modèle périn et sain à long terme d'une réglementation si tu n'écoutes pas ceux qui font. Ça, c'est la première chose. Et donc, nous, comme on est très proche de la DAN, on a la possibilité de participer à des appels où on va donner notre point de vue, on va dire non, on estime qu'aujourd'hui, la définition d'un NFT n'est pas bonne, donc la juridiction derrière n'est pas bonne, et donc la fiscalité derrière un NFT n'est pas bonne. Parce que on va donner un point de vue très business et aussi très technique. Tu vois, typiquement, parfois on trouve des failles. On se dit, bah, ok, posséder par exemple un NFT, imaginons que moi je possède un NFT pour le compte de tiers, il faut être PSAN. Ok. Par contre, le fait de ne pas posséder de NFT pour le compte de tiers, mais avoir la possibilité de créer des NFT pour le compte de tiers, n'a pas besoin d'être PSAN. Mais pour moi, c'est la même chose. Ou par exemple, on va dire de posséder un NFT et de pouvoir le brûler après par la suite. J'ai pas besoin d'être PSAN, du coup, si je détiens aucun NFT, je les ai tous brûlés. Mais sur la blockchain, brûler un NFT, c'est comme une mention. Il y a quand même une preuve que d'une certaine manière, tu l'as détenu. Donc, est-ce que le burn peut pas être aussi une forme de propriété? Et en fait, il y a plein de questions à se poser. Si par exemple, moi, je crée un NFT, je le burn, et ben moi, je peux justifier sur la blockchain que vu que j'ai burné un NFT pour vous, on peut estimer que vous êtes encore. Peut-être que le burn peut être considéré comme aussi posséder ce NFT. En fait, Ouais, comme une parfois, administration sur le NFT, ouais, tu as on raison. essaie de pousser un peu le vice, parfois techniquement, pour se dire jusqu'où on estime que la loi est juste ou pas juste. Et donc, parfois, on crée des modèles où on se dit, ouais, on va créer le NFT, après, on va le burner, mais après, on va le dupliquer ailleurs, on va le mettre off-chain, etc. Et on a toujours un moyen de passer à côté. Et donc, l'intérêt, c'est d'écouter. Donc, pour la DAN, c'est de manière
très pragmatique. Après, The Big Whale, etc., nous, on est plutôt des consommateurs de contenu plutôt qu'à donner notre avis. Typiquement, voilà, The Big Whale, on participe au petit déjeuner, on donne notre point de vue, mais on est beaucoup moins impliqué qu'Aladan parce que ça a moins lieu d'être. Voilà. Mais c'est important en fait de se faire voir aussi dans ce genre d'organisation parce que ça te donne aussi une forme de notoriété et de légitimité. Et parfois, il ne faut pas sous-estimer ça, cette puissance de légitimité. Ok, donc vous êtes en gros sur différents secteurs pour augmenter votre notoriété et aussi toujours sur cette partie un petit peu éducation des gros comme des petits. Juste avant, tu parlais qu'à partir du moment où on est émetteur sur un NFT et qu'on en possède, peut-être faudrait être PSAN. Est-ce que tu penses que des gros groupes comme vous accompagnez, si demain ils émettent leur propre NFT et qu'ils aient l'obligation d'être PSAN, est-ce que ça ne va pas leur mettre une barrière à l'entrée? Je pense que ça peut être un frein des fois, non? Oui, complètement. De toute manière, je pense que grand groupe ou petite start-up, personne n'y échappera. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que entre guillemets, comme je disais, ceux qui émettent ces lois de PSAN, c'est ceux qui comprennent le moins. Ouais. Donc, et donc, du coup, c'est insupportable parce que parfois, tu as un illogisme au possible et tu te bats en fait contre le vent. Tu as beau dire ce que tu veux, toi, tu es dedans, tu comprends les rouages et tu peux pas. Donc, ouais, effectivement, les grands groupes aujourd'hui vont devoir se plier aux mêmes règles que n'importe quelle entreprise. Mais Mais ils tu sais, n'auront pas le choix. ouais, ils n'auront pas le choix et on dit souvent, tu sais, la Chine invente, les États-Unis inventent, la Chine fabrique, conceptualise et l'Europe réglemente, mais c'est toujours ça en fait. Et là, parfois, j'arrive et je me dis, on a une chance encore de réussir à avoir encore de l'impact et on est encore bon, je trouve, et à foutre des PSAN partout, à vouloir tout bloquer. Alors, c'est quand même sain parce que faut pas que ça soit la jungle, ça, on est d'accord. Mais parfois, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une vraie concertation pour comprendre vraiment ce qui se passe et ne pas agir rapidement comme ça juste pour de vouloir tout stopper. Donc voilà. Donc oui, on parle avec des groupes aujourd'hui qui sont bloqués parce qu'ils sont pas PSAN. Des gros groupes, des très gros groupes. Ah ouais. Et ce qui les Personne. bloque, c'est le fait de. Ils n'ont pas envie de faire les démarches nécessaires auprès de l'AMF pour recevoir l'agrément PSAN, ou tout simplement ça les bloque parce que ça prend du temps. On sait que le PSAN, c'est presque parfois plus d'1 an. Ou est-ce que ça les bloque tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se réguler? C'est sur quelle partie où ils sont plus bloqués en général? Non, les grands groupes en général, ils veulent bien se réguler. Ok. C'est surtout que, en fait, euh, en fait, on a eu une période un peu pirate pendant 2-3 ans où les grands groupes voulaient bien mettre des budgets pour tester, etc. Et commencer à se réglementer avec PSAN, c'est officialiser en interne d'être in le Web3. Ouais, Et c'est clair. parfois, ça fait peur. C'est de se dire, OK, attends, oula, donc attends, là, les grands groupes, on va officiellement être dans le Web3. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une équipe en interne. Donc, il faut se structurer. Donc, s'il faut être PSAN, ça veut dire qu'il faut peut-être recréer une structure parce qu'on n'a pas envie que toute la structure soit PSAN. Donc, on va peut-être créer une filiale. Et en fait, c'est toute cette complexité qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'elles ont voulu, la plupart, un peu tous l'esquiver. Mais qu'il y a la réalité, du coup, qui revient au galop. Et il faut restructurer. Donc, il faut une équipe. Il faut aussi avoir si tu as une équipe, il faut une roadmap, c'est-à-dire il faut plein de projets. Et donc, en fait, c'est soit tu kills tout ce que tu as fait et t'es pas PSAN, c'est pas grave. Soit tu es allé trop loin dans le process, donc tu es obligé d'être PSAN. Et donc, il faut le justifier auprès de la direction. Donc, il faut une roadmap, il faut une équipe. Et tu es dans un engrenage. Donc, je pense qu'elles veulent Et bien. après, C'est ça prend du temps. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et après, tu vas leur dire, bon, bah, c'est bien, maintenant vous êtes PSAN. Dans quelques mois, tu vas leur dire, bon, bah, maintenant, il faut passer Mika. Exactement. Et puis, ils ne vont pas s'en sortir parce qu'ils se disent, OK, mais au niveau de la réglementation, ça évolue aussi, ça grandit. On va leur dire, oui, mais Mika, c'est européen, PSAN, c'est français. OK, c'est cool, mais bon, pourquoi j'ai besoin de ça? Et forcément,
tu vas les perdre parce que leur métier, c'est pas forcément d'aller naviguer dans la régulation. Même leurs avocats internes, ils sont pas forcément super chauds. Alors, je pense que ça doit être vraiment un parcours. Et vous, au niveau de votre rôle on va dire dans l'industrie, au niveau de la régulation, ça doit vraiment être super important parce qu'il faut vraiment savoir naviguer dans le paysage réglementaire, des NFT et du Web3, et puis aller expliquer aux gros groupes qu'ils peuvent le faire, que c'est safe, mais qu'il va y avoir de la régulation sûrement par la suite. Puis à un moment, les gens vont se dire, parce qu'on sait que dans les gros groupes, il y a quand même des grosses têtes pensantes, donc ils vont arriver avec plein d'idées, ils vont travailler ensemble, ils vont avoir plein d'idées. Puis là, tu vas leur dire, ça c'est possible, mais ça on peut pas, ça c'est possible, mais ça on peut pas. Puis du coup, ils vont se dire, ouais, mais du coup, il y a trop de freins, alors j'y vais pas. Et est-ce que c'est souvent ce qui les bloque? C'est vraiment la partie réglementaire où on leur dit, voilà, il y a vraiment trop de freins, on ne pourra pas avancer. Ou est-ce que c'est vraiment le fait de se dire, OK, je ne vois pas la valeur du Web3. Je pense que la valeur, ils la voient, mais c'est plutôt la partie valeur sur laquelle ils ont du mal, plutôt la partie réglementaire. Ouais, c'est une bonne question. Et écoute, moi, c'était principalement réglementaire. Ouais, je pense. Je ne vais pas donner le nom d'un client, mais on est allé très, très, très loin dans le processus de réflexion sur un super projet en interne. C'était pendant un super grand événement, l'événement de rugby récemment. On avait fait tout un jeu qui permettait aux salariés de pouvoir comprendre le Web3, les NFT, au travers d'un lancer de ballon entre collaborateurs. En interne, on avait fait vraiment un mini-jeu super sympa. Et vraiment, tout le monde était à fond. La direction d'innovation, direction de projet, la DSI, on avait commencé à s'implémenter au sein du grand groupe. Et là, il y a le légal qui est arrivé et dit: «Ouh là, là 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 là, donc attendez, on va tout reprendre de A à Z. Donc ça veut dire que là, mes collaborateurs, ils vont avoir un wallet. OK, donc les wallets, c'est public. Donc tout le monde va pouvoir voir qui sont les collaborateurs du groupe. OK, donc nous, on veut cacher les adresses publiques. OK, bon, bienvenue sur la blockchain. Donc ce qu'on va Ouais. faire, c'est qu'on va forquer une blockchain. Et là, on est parti dans un délire où on s'est dit: Ah, «Ouh là là, là 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 là, attendez, on parle juste d'un jeu, on va pas forquer personne, on va rien faire, on va juste, voilà, faire un petit jeu et vous inquiétez pas, au pire, on s'arrange, on va imaginer de nouvelles choses». Donc on a imaginé, de plein de méthodes différentes. On a même imaginé à la fin celle où il y avait plus de NFT et on a dit: «Vas-y, on arrête». Alors, si on explique le Web3 à quelqu'un, qu'on met pas de NFT, ça n'a plus aucun sens. Et c'est là où aussi notre job, il reprend son rôle, c'est de dire: «OK, arrêtons, ça n'a plus aucun sens». Et je pense que c'est aussi ce que les grands groupes apprécient. Mais c'est assez frustrant parce que c'est assez schizophrène, un grand groupe dans le bon sens du terme, parce que, ils ont quand même toute cette énergie d'innovation où ils veulent se défoncer, ils veulent tout tester et ils osent. Ouais, la plupart des grands groupes, ils nous ont fait confiance sur des projets trop bien parce qu'ils ont osé y aller. Et puis tu as le légal, c'est un peu aussi le good cop, bad cop, hein. Le bad cop qui arrive et qui dit, non. Donc pour répondre à ta question, Jean, c'est complètement la réglementation qui bloque. Et j'ai peur que ça aille dans le mauvais sens, pour le coup. Alors, pour rebondir très rapidement, parce que je sais que Lupo, il a un sujet là-dessus, mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on voit que le problème n'est pas le Web3. C'est-à-dire qu'ils ont un intérêt, ils voient la force, ils voient la valeur, ils trouvent ça sexy, ils veulent y aller. Donc tout ça, Ouais, franchement, c'est ouais, super intéressant. La seule chose qui les freine, c'est la partie légale. Donc ça veut dire que ouais. vraiment, ils voient qu'il y a une utilité. Et pour les gens qui pensent encore que Web3 égale scam, Web3 égale arnaque, Web3 égale blanchiment d'argent, financement du terrorisme et tout ce qui va avec, en fait, non. Et ça, Ouais. moi, je trouve que c'est un point positif. T'en penses quoi, toi, Lupo? Non, mais de toute façon, moi je suis assez d'accord sur le fait que, enfin, on sait très bien que le légal à chaque fois il est là pour, comme tu dis très bien Maxence, hein, voilà, c'est le bad cop entre guillemets qui est là, les gars, attendez, on va juste regarder un peu qu'est-ce qui est en train de se passer et on va organiser les choses. Mais moi c'est pas forcément là-dessus ce que je voulais rebondir. Je voulais rebondir sur la gamification. Mais ouais, complètement. On le sait aujourd'hui, la tech et l'innovation elle est beaucoup plus rapide
que la réglementation. On est dans un système européen où c'est quand même plus compliqué de passer à côté des réglementations et on est plutôt dans on va dire un environnement dans lequel on peut avancer, on peut faire des choses. Il faut quand même pas trop avancer parce qu'on sait jamais. On en a vu plein de projets qui sont montés, les réglementations sont arrivées. Bon bah voilà, les boîtes ferment parce qu'elles n'arrivent pas à survivre, notamment à cause des coûts réglementaires, à cause de tout ce qu'il y a à mettre en place pour ça. Donc ouais, je trouve que c'est un sujet sur lequel c'est assez délicat. Parce qu'à la fois, il faut protéger évidemment toutes les personnes qui peuvent investir et les personnes qui, aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est ça le plus gros challenge, c'est de laisser la porte assez ouverte pour que plein de gens qui ne connaissent pas cet écosystème du Web3 rentrent de façon safe. Mais de l'autre côté, faut justement les protéger aussi, ces personnes-là, pour qu'il n'y ait pas des gens qui arrivent avec des projets ultra, des projets bancaux qui au final ne délivrent pas de valeur ou ne sont pas forcément dans les clous et à la fin qu'il y ait des pertes, pour les investisseurs, on va dire. Alors, dans l'investissement, il y a des pertes, il peut y en avoir. Mais si au début, sans même avoir quand tu sais que tu as investi et que tout de suite tu sais qu'au final le projet il est pas bon, il est bancal, bon, voilà, c'est compliqué. Mais moi, c'est plutôt sur la gamification que je voulais revenir, parce que justement, vous faites tout ce travail de pédagogie et tu l'as dit, vous passez des heures et des heures à éduquer les gens. Et je trouve que c'est juste génial. Ça fait partie du jeu et vous le faites super bien. Et quels sont un peu justement les biais par lesquels vous passez, les chemins par lesquels vous passez pour faire passer ce message du Web3, justement pouvoir le gamifier. Je ne sais pas si tu as des exemples de choses que vous avez fait, comme le jeu que vous avez mis en place, pour que ça passe mieux dans l'éducation. Alors, plusieurs points. Le premier, c'est qu'on a une plateforme qui s'appelle Wagmi Academy. C'est des micro-contenus de 2 minutes 30 maximum, qu'on a tourné en studio avec un journaliste, Alexis Patin. Une fois que tu regardes ta vidéo, tu as un quiz. Déjà, ça te donne. En fait, on va pas te pondre une vidéo de 2 heures où à la fin, il faut que tu aies compris. 2 minutes 30 grand max sur des sujets très précis. Donc, tu as le temps de regarder un truc en 2 minutes 30 rapidement et après, tu réponds au quiz. Donc, ça, c'est super top. Je trouve le modèle, il est intéressant parce qu'aujourd'hui, à l'ère où on veut consommer des contenus plus rapidement, et vous, du coup, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a aussi une vague, j'ai l'impression, pour me contredire pour le coup, mais il y a une vague de contenu long en ce moment, même sur YouTube, même sur les podcasts. Même ça, j'avoue que même moi, j'aime bien les contenus à 1h30, 2 heures. J'avoue que je consomme bien. Mais par contre, sur de la pédagogie où il faut réfléchir, je pense que les contenus courts, où tu viens après valider ta compétence, c'est bien. Deuxièmement, nous, on vient en workshop physique. Il n'y a rien de mieux que de faire un workshop physique, d'arriver avec un storyboard, avec tu sais, un paperboard, pardon, un paperboard, tu as un stylo et tu t'imagines des jeux, des cas avec les collaborateurs directement. Et en fait, tu crées quelque chose de bien plus fort que juste d'écouter une vidéo. Et là, tu es en train d'imaginer et tu peux donner des exemples, tu peux faire des liens, des parallèles avec autre chose. Et moi, j'aime bien faire ça. Donc en fait, quand on ne connaît pas la personne, on envoie les vidéos. Et quand on commence à connaître la personne et qu'on va faire un workshop, on va commencer à imaginer ensemble. Il y a une phrase que j'aime bien, je ne vais pas me la donner à moi-même parce qu'elle n'est pas de moi-même. Mais tu sais, on parle souvent des tokens du Web3 dans le gaming, le fait de se dire que demain, tous les jeux seront des jeux Web3. Il y a une phrase de Ulysse, donc, qui fait partie de l'équipe Partouche, que j'avais beaucoup aimé pendant un enregistrement à CryptoXer. Il avait dit, on ne va pas, alors je vais déformer un peu sa parole, mais on ne va pas créer des jeux Web3. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer des jeux qui auront pour structure le Web3. En fait, on va ajouter du Web3 à des jeux existants. Et en fait, j'aime bien cette manière de voir les choses parce que c'est comme tout. On ne va pas créer de la finance basée, pour moi,
sur le Web3, on va gamifier la finance qui marche déjà. En fait, la gamification, c'est juste un levier. Pour moi, c'est pas le cœur du sujet. Donc là, l'éducation, on va pas créer une éducation Web3, on va créer une éducation standard et on va le gamifier avec le Web3. Tu vois, c'est comme par exemple la finance, quand tu veux, on est en train de créer des jeux où en fait tu gagnes des tokens. Et en fait, le corps de la finance n'est même pas ça en lui-même. Et je pense que c'est important de créer un modèle financier, par exemple, qui va être très sain, très stable. Et tu viens créer un levier de jeu et gamifier quelque chose qui marche déjà, plutôt que vouloir créer une bulle gamifiée à moitié bonne, etc. Donc nous, ce qu'on fait, pour reprendre un peu l'analogie, c'est on crée une structure pédagogique clean et on va faire en sorte que après on puisse créer un levier Web3 gamifié, plus intéressant. WAGMI Academy aujourd'hui, c'est juste la version 1, donc c'est vidéo, quiz, ce qui serait top, et on aimerait le faire prochainement quand on aura un peu plus de ressources et quand le marché sera un peu plus ouvert, c'est de créer aussi des mini-jeux à la fin. De dire, bon, bah, ok, qu'est-ce qu'un token? Vous avez répondu à la bonne question. Et bah, créons un token en 2 minutes. Tac, 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 tac. Et hop, niveau 2. Et je pense que ça va être un moyen de pouvoir onboarder un maximum de personnes. Ouais, ouais, mais 100%. 100%. Et ça peut être limite aussi dire, bah, ok, pour créer un NFT, par exemple, bah, quelles vont être les différentes étapes? On les valide ensemble, on fait un petit jeu. Bah, tiens, tu passes de Complètement. je crée mon wallet à tiens, c'est bon, j'ai émis mon NFT ou j'ai émis ma collection. Ouais. Et ça permet de tout de suite mettre des choses applicables, tout de suite créer des actions. Parce que c'est ça au final, c'est mettre des actions en place pour que le cerveau dise ah, ok, bah, c'est bon, Ouais. j'ai compris quoi. Tu vois, on va pas réinventer la roue. Duolingo, ça marche très bien. Et pour Ouais, apprendre les langues, et bah, tu fais le Duolingo du Web3, ça marcherait très bien. Pour ouais. permettre aux gens d'apprendre. Voilà. Donc parfois, quand il faut gamifier ou il faut être un peu innovant sur la manière dont les gens vont apprendre, c'est pas de la magie. Il faut juste copier un peu ce qui marche. Et nous, du coup, en faisant des petits quiz, en faisant des petits workshops, des petits jeux, c'est ce qui marche le mieux. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça au final le gros point, c'est qu'en fait, au final, le Web 2 n'a pas remplacé le Web 1, il a ajouté des choses. Le Web 3 ne va pas remplacer le Web 2, il va ajouter des choses. Et au Exactement. final, c'est un modèle hybride. C'est un modèle où enfin, la souris, c'est pas Ouais, du Web 3. ouais, On est ouais, on est obligé d'avoir la souris. On est obligé ouais, d'avoir la souris, enfin, à part avec le nouveau casque d'Apple où bah, c'est l'œil qui clique. Bon, là, ok, ouais. ils ont fait un jump, mais en tout cas, ça va pas être 100% de la population pour l'instant qui va l'utiliser. Et c'est la cohabitation des Web 1, Web 2, Web 3 qui fait que c'est cool. Et il y a Romain Bayeul qui nous a dit une phrase dans un podcast que j'aime beaucoup, c'est de faire une vitrine Web 2 avec une cuisine Web 3. Et je trouve qu'au final, c'est une recette qui est très intéressante parce que c'est comme ça que l'adoption elle va être la plus forte. C'est qu'en fait, bah, les gens vont se dire ah, ok, bah, c'est un site internet où c'est tout simplement le web que tout le monde connaît qui a été adopté aujourd'hui par le monde entier, mais que en arrière-plan, en back, là, du coup, ça soit un système Web 3, mais qui au final est Mais complètement invisible, quoi. tu vois, alors moi, je suis pas forcément d'accord avec cette phrase. Ok, Je suis pas d'accord avec cette phrase parce que si tu fais une vitrine Web 2 avec une cuisine Web 3, hem, les gens vont pas comprendre le principe de clé privée. Donc ça veut dire que la clé privée va quoi? Va être centralisée chez quelqu'un pour qu'on n'ait pas du coup l'effort de la responsabilité de sécuriser ses assets. Donc est-ce que vraiment ça a de la valeur de vouloir cacher le Web 3 à un utilisateur ou pas? Moi je me dis, en fait le Web 3, on a une belle techno. Alors c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'il faudrait croire en la responsabilité des gens à sécuriser leurs assets et cetera, à sécuriser leurs assets et cetera. Ça, c'est un gros débat parce que c'est comme on en parlait avec le board d'administration de la Croix-Rouge aujourd'hui. En temps de guerre, les gens cherchent un leader, ils ne cherchent pas à décentraliser. Et là, aujourd'hui, on cherche à recentraliser plutôt qu'à décentraliser dans tout ce qu'on fait. Donc, moi, ce que je me dis plutôt, c'est je pense que il y aura une vitrine Web 2 pour ceux qui veulent,
et il y aura une vitrine Web3 pour ceux qui veulent. Parce que moi, je me dis que si on fait tout ce travail pour qu'au final, personne comprenne le principe de clé privée et clé publique, je trouve que le travail leur a été mal fait. Et je me dirais qu'on a, en fait, on n'a pas exploité le potentiel. C'est vrai, c'est comme le Bitcoin avec la SEC. Alors, c'est trop bien, on est tous contents parce que le Bitcoin, il est au vert et on a tous gagné de l'argent. Mais profondément, est-ce que c'est ça la valeur du Bitcoin? Est-ce que c'est de dire qu'il y aura sur 300 millions de wallets JP Morgan, où personne bite rien et personne n'aura compris qu'ils peuvent le récupérer en période de crise? Et c'est ça, en fait, qui me fait douter. Mais c'est un vrai débat et c'est des débats que j'ai tous les jours avec mon associé Jean-Nicolas. C'est est-ce qu'il faut que les gens soient confrontés à leurs responsabilités ou pas? Mais il faut y croire, il faut croire à la responsabilité humaine. Ou est-ce que, bah non, effectivement, on va retourner dans un système caché, mais quel est l'intérêt du Web3? Dans ces cas-là, si c'est un système caché, faisons une super marketplace Amazon qui marche très bien entre tous les acteurs, connectons-nous avec Google et tout marchera bien. Et on n'a pas besoin de Web3 et encore moins de NFT. Et ça, j'avoue que j'ai pas encore craqué le truc, mais j'avoue que pas être trop d'accord sur cette structure Web3 cachée, mais pas trop, on sait pas trop. Ouais, où il y a peut-être d'autres solutions auxquelles on n'a pas encore forcément l'idée maintenant. Encore une fois, moi, un biais que j'essaie toujours de me dire, c'est qu'il n'y a jamais deux solutions. C'est pas ça ou ça. Ouais. Et je me dis peut-être qu'il y a même d'autres solutions que aujourd'hui, on les voit pas. Et peut-être que demain, il y a quelqu'un qui arrive avec cette idée de dire, OK, les gars, j'ai trouvé un truc. Ouais. On peut faire en sorte que des deux parties, ça se passe bien. On l'a pas encore aujourd'hui, ou en tout cas, moi, je la connais pas. Mais yes, je comprends en tout cas l'analogie de dire, au final, oui, c'est pour recentraliser une identité. On fait pas du Web3, ça c'est clair. Mais ouais. Et à quel point, en fait, la question, c'est à quel point il faut cacher le Web3, ou il faut pas le cacher, mais il faut le simplifier, un slash le cacher peut-être, c'est peut-être pas le bon mot, mais pour que l'adoption, elle soit massive. Ça, en fait, la question. Et peut-être qu'il y aura, tu vois, un job qui a bien fait Comet. Je sais pas si vous connaissez l'entreprise Comet. C'est des copains, au final, on travaille avec eux. Ils ont fait un job qui est fabuleux. C'est, je vais pouvoir me connecter à un wallet non custodial grâce à mon iPhone et Face ID. Alors, c'est génial parce que du coup, j'ai plus de clé privée. Ma clé privée est encryptée. Alors, je ne pourrais pas dire exactement, c'est un peu leur micmac. Elle est encryptée dans le Face ID ou dans le Touch ID. Et j'ouvre un wallet uniquement avec ma tête. Et donc, c'est génial. Parce que, du coup, Apple n'a pas accès à la clé privée. L'utilisateur a accès à son Face ID. Ça serait, du coup, je pense que, effectivement, comme disait Lupo, ça peut être un entre-deux où, effectivement, tu as ton compte, la personne, le sous-traitant ou le partenaire en face n'a pas accès. Toi, tu as accès à tes assets. Il y a un sujet qu'on est en train de traiter. Je fais une toute petite aparté, si je peux, les gars, parce qu'on parlait d'identité. On parlait d'identité. Et il y a quelque chose que j'aime bien. Alors, c'est à la fois dans le Web3 et pas dans le Web3, mais il y a un gros sujet Web3. On est en train de créer une boîte qui s'appelle Ocelot, qui a pour objectif de créer une forme d'identité numérique en utilisant les passeports. En fait, on s'est rendu compte que, et ça peut être justement, je fais le lien du coup avec ce qu'on dit, il y a sûrement quelque chose à faire. Peut-être, pourquoi pas, relier wallet au passeport, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a 150 pays qui utilisent le même standard sur les passeports. Une puce NFC que vous pouvez lire, je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez lire avec votre téléphone. Ah ouais. Moi, je ne savais pas, mais quand les techs m'ont dit ça, le passeport a le petit en or. Génial, tu vois. Exactement. C'est ce qui est sur le passeport français. En première page, en général, il y a une espèce de petit carré doré pour les gens qui ne connaissent pas. Et ça, tu peux, effectivement, c'est le NFC que tu peux. D'ailleurs, de plus en plus de gens le demandent pour faire tout simplement le processus de KYC ou ce genre de choses. Donc, on voit ce que c'est. Et ben, nous, on a créé un système qui te permet de faire une preuve de majorité, de nationalité ou d'humanité, mais en utilisant du coup la technologie des zero knowledge, c'est-à-dire que on génère une preuve, mais on ne stocke pas le passeport. Et en fait, donc c'est-à-dire que tu type devant un site, par exemple un site Pernod Ricard, au lieu de dire que tu es né en 1980,
tu vas scanner le code QR qui est sur ton écran, un peu comme un Google Authenticator qui te demanderait les codes. Toi, tu scannes avec une application dédiée, Ocelot. Tu poses ton téléphone sur ton passeport, ça récupère les infos. Tu regardes ton téléphone pour associer ton image à ta tête. Et ensuite, tout le traitement se fait au niveau local. Il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de stockage de passeport, etc. Et tu envoies une preuve pour dire effectivement cette personne est majeure, sans savoir qui c'est, etc. Pourquoi je fais cette petite aparté? Parce que déjà, les ZK aussi font partie aussi peut-être dans cette grande famille des zero knowledge parce que ça peut être aussi un moyen de prouver que tu as de l'argent sur un wallet sans me donner ta clé publique. Cette technologie, elle est folle. Prouve-moi que tu n'es pas un robot quand tu vas farmer des tokens. Prouve-moi plein de choses. Et quand tu me parlais tout à l'heure d'identité, je pense que c'est ni noir ni blanc, tu me parlais tout à l'heure, ça peut être gris. Peut-être qu'il y a un champ à exploiter dans cette direction. En associant du coup un wallet à ton passeport, mais sans que mais tout en restant non custodial et que ça soit pas géré par quelqu'un au-dessus. C'est-à-dire que ça serait entre guillemets stocké dans ton passeport, donc c'est quand même quelque chose d'étatique, mais personne n'aurait le contrôle de ce wallet. On est en train de réfléchir à des choses comme ça. Ouais, mais je pense que c'est pour ça, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je voyais aussi, je crois que c'est en Chine où ils faisaient les paiements avec juste la main. Tu peux payer avec juste ta main, etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de formes en fait d'identité, le visage, la rétine. On a vu des projets qui sortent avec la rétine, etc. Bon, Ouais. on peut en discuter. C'est d'autres synergies, d'autres idées derrière, j'ai l'impression. Mais en tout cas, je pense qu'il y a, ouais, il y a matière à trouver des trucs en tout cas pour que la cohabitation se fasse bien entre décentraliser quand même l'identité et enlever un petit peu de la responsabilité des gens, juste voilà, de la reconnaissance faciale, les doigts, etc. Faciliter, faire disparaître de plus en plus la tech pour faciliter la vie des gens et pour qu'ils se rendent plus compte que la partie technologie peut être super complexe, mais plutôt qu'ils puissent travailler dessus. C'est un peu, au lieu de leur expliquer c'est quoi le protocole HTTP ou HTML qui est utilisé sur Internet, tu n'as peut-être pas besoin qu'on t'explique le protocole de la blockchain, mais juste que tu l'utilises sans savoir que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Et je pense que toute cette partie-là va commencer à disparaître et rendre peut-être la vie des gens beaucoup plus facile. Et je pense que tu as raison. Je pense que vous avez raison un peu tous les deux. C'est qu'il y a la partie, et c'est un débat très intéressant, il y a la partie où il faut que la tech disparaisse pour rendre la vie des gens facile, mais il faut quand même que les gens soient un petit peu au courant que cette tech-là existe, parce que c'est ça qui apporte la valeur, la sécurité et beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment que ça soit entre les deux. Tu voulais rebondir, Maxence? Ouais, en fait, petite question que je vais vous poser pour avoir un peu votre point de vue par rapport à ça. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on n'utilise pas largement les NFT au quotidien parce qu'il y a un problème d'utilité dans les tickets d'événements, dans le ticket de peu importe? Est-ce qu'on ne l'utilise pas aujourd'hui parce qu'on ne trouve pas encore l'utilité? Ou est-ce qu'il y a une utilité, mais comme on n'est pas assez nombreux à l'utiliser, ça ne marche pas? Est-ce que c'est un problème d'utilisateur ou d'utilité? Alors moi, je pense, j'ai un avis bien tranché là-dessus sur la partie NFT. Moi, je pense que c'est mal parti. Les NFT sont mal partis alors que l'utilité, elle est incroyable. Mais le problème, c'est comme il y a eu un gros engouement, tu en as parlé juste avant sur les NFT, il y a des gens qui ont créé des NFT qui servaient à rien. Tu parlais juste avant d'utilité NFT, des choses comme ça. En fait, il y a des gens qui sont partis à créer des NFT en disant on va tous être riches, je vais prendre 3 photos, je vais les mettre sur Internet. Et il y en a qui ont gagné de l'argent et bravo à eux si on peut dire. Et je pense que du coup, la partie NFT, elle n'est pas forcément partie dans le bon sens et que les gens se sont dit ok, bon, bah, maintenant, en fait, que je me rends compte que j'ai perdu beaucoup d'argent sur les NFT, qu'en fait, c'est pas si fou que ça. Ça a mis un gros frein. Et actuellement, l'utilité, elle est là. Mais je pense que les projets qui mettent de l'utilité avec leur NFT, il n'y en a encore pas assez. Et plus il y aura des projets utiles avec des NFT qui apportent une vraie valeur, une expérience client, une expérience utilisateur saine et connue et reconnue, au fur et à mesure, les projets vont se développer, il y aura de plus en plus d'utilisateurs. Moi c'est mon avis sur cette partie-là.
Moi, je suis un peu moins tranché, justement. Je pense que c'est les deux, en fait. C'est les deux. Je pense que d'un côté, il y a, OK, l'art numérique, c'est très bien. On voit que ça s'est développé beaucoup comme ça. Mais les utilités, comme par exemple, on parlait de pouvoir. Moi, j'achète mon NFT, en fait, c'est une bouteille de vin qui est conservée, etc. Ça, c'est des utilités qui sont géniales. Et on peut trouver, je pense, plein d'utilités comme ça. Et plus on va trouver des utilités comme ça, plus il y aura des gens. Donc, je pense que c'est je pense que c'est un cercle vertueux où plus on va trouver des utilités, plus on va toucher des utilisateurs. Mais c'est pas forcément un monde dans lequel moi je suis beaucoup les NFT, donc j'ai du mal à cerner le côté utilisateur, etc. J'ai vu Ok. beaucoup de, ouais, de gros projets qui sont sold out, ou derrière, au final, les promesses sont pas tenues, etc. Donc eux, ils ont pas mis en avant l'utilité, en tout cas, clairement pas. Les memberships, j'ai beaucoup de clubs business, de clubs, etc., qui font des memberships sous forme de NFT. Ça, je trouve ça cool, sous forme de, voilà, de club un peu, etc. Mais enfin, c'est pas une utilité incroyable. Mais ouais, je pense que c'est vertueux au final. Ouais, je sais pas. Du coup, je partirais plus sur le côté utilité, parce que plus on va trouver des utilités, plus ça va attirer des utilisateurs. Ouais, je partirais plus là-dessus, en tout cas, aujourd'hui. Ouais. Ok. Et toi, Maxence, t'en penses quoi? Du coup, ce serait quoi ta réponse? Non, je suis pareil que toi, Lupo. Je pense que c'est l'utilité. C'est l'utilité. Tu peux pas avoir des utilisateurs sans utilité. Mais la question, c'était est-ce qu'on a suffisamment d'utilité aujourd'hui pour avoir un Avoir milliard des d'utilisateurs? utilisateurs. Ou est-ce que non? La poule et l'œuf. C'est ça. C'est lequel qu'on doit développer en premier, c'est lequel le plus important, c'est lequel qui arrive en Ouais, premier. exactement. Mais Ah, voilà, petite question. c'est pas Mais ouais, faux. Juste, l'utilité quand même. Ouais. Ouais, pareil. juste Trop avant, bien. tu parlais de Comet, d'Interstellar et des gens qui sont de ton réseau. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis sur voilà, la construction d'un réseau dans l'écosystème Web3? Est-ce que c'est facile, pas facile? Comment ça se développe? Voilà, quelle est l'importance d'avoir une communauté aussi dans le Web3? Parce que surtout quand vous êtes une agence, un studio, vous êtes là pour aussi faire des mises en relation et simplifier tout ça, donc c'est important d'avoir un réseau. Mais à quel point, pour une startup qui démarre, c'est important de se faire du réseau, de participer à des events dans l'écosystème Web3? Nous, en fait, on a eu de la chance parce qu'on est arrivé au début. Donc, moi, je me rappelle quand j'ouvrais LinkedIn, j'avais vraiment 50 profils Web3. Donc, une fois que tu as appelé les 50, je me mettais des alertes et je rappelais les nouveaux, je rappelais les nouveaux. Et en vrai, je pense qu'au début, au tout début en France, je pense que j'ai au moins dû, sur les 6 premiers mois, les 8 premiers mois, parler à 80% des acteurs. Et je continuais, je me faisais des calendriers toute la journée, d'une demi-heure, avec des concurrents, des gens de rien à voir. Vraiment, je faisais en sorte que tout le monde connaisse Swagme. Et on avait eu un petit glitch, c'était de mettre des casques à l'époque. Un peu on s'était mis en photo de profil des casques avec Jean-Nicolas et mes associés. Et du coup, c'était écrit un peu les extraterrestres du Web3. Et on est arrivé du jour au lendemain comme ça. Et on a tabassé LinkedIn tout le temps. Donc ça déjà, ça te permet de tabasser j'allais dire tabasser les gens sur LinkedIn, mais c'est surtout les contacter pour pouvoir te créer un super réseau qui te follow, avoir beaucoup plus de commentaires, de likes, d'interactions sur tes posts, et donc d'intéresser d'autres personnes et créer un cercle vertueux. Donc ça, c'est hyper important. Nous, pratiquement tout notre biz, c'est événements et LinkedIn. LinkedIn, c'est hyper important. Alors, une fois qu'on est arrivé dans cet écosystème et qu'on avait réussi à compter plusieurs personnes dans notre réseau, on a fait tous les événements. Et ce qui était important, c'était aussi surtout d'être en duo. Quand tu es tout seul, je pense qu'au bout d'un moment, tu as des périodes de down, tu n'es pas bien, tu en as marre, tu te demandes si vraiment ça a du sens ce que tu fais. Alors que quand tu es 2, 3 ou 4, c'est super parce que tu as un auto-équilibrage qui se fait. Et donc, tu es toujours up parce que quand tu es down, tu as quelqu'un qui est up et vice-versa. Donc, faire les événements,
et être présent sur LinkedIn, nous, c'est ce qui a fait principalement qu'on signe des leads. Les événements, on a remarqué souvent, c'est comme ça que tu génères du business parce que les grands groupes sortent un peu de leur contexte très institutionnel, très chiant, avec des gens de 40 ans, 50 ans. Là, ils sont dans des événements, il n'y a que des jeunes, entre guillemets, donc ils se lâchent un peu plus et tu te fais plus copain-copain, donc ils te mettent dans les petits papiers et tu peux signer des projets avant tout le monde. Donc en fait, tu crées une vraie relation humaine pendant les événements. Moi, 100% de mes clients, je les tutoie. C'est la première question que je pose à quelqu'un, parce que je les rencontre souvent, soit dans un cadre d'événement, soit je les appelle, ou soit je vais directement dans leurs locaux, je les tutoie. Parce que j'ai besoin de créer une relation directe avec ces personnes et qu'ils me fassent confiance. La plupart des projets, ce n'est pas des appels d'offres publics. Personne n'est au courant des projets. Et nous, ça nous arrive aussi de perdre des projets parce qu'on n'est pas au courant, parce qu'on n'a pas 100% aussi des contacts. C'est normal. Donc, ce qui est important, c'est de se mettre dans des événements, dans des réseaux où tu vas pouvoir être un tout petit peu en amont pour pouvoir signer les projets plus facilement. Sur LinkedIn, pareil, hyper important. Et au final, nous, c'est ce qui a fait qu'on a pu avoir une place plus importante et surtout, on fidélisait les gens. Moi, une fois que j'avais des gens dans mon réseau que j'aimais bien, je les invitais au resto, on faisait des soirées, des événements. Et après, il faut constituer. Il y a une phrase que j'adore, mais vraiment qui qualifie tout, c'est « Your network is your net worth ». J'aime beaucoup. Ton réseau, c'est ta valeur nette. C'est incroyable cette phrase. Ça rime et en plus, c'est vrai. C'est de se dire que demain, tu pars, tu n'as plus rien, mais il te reste ton réseau. Si tu laisses pas de peau de banane derrière toi, tout se passe bien. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, moi, ce que j'adore avec le Web3, et particulièrement le Web3, c'est que le Web3, de base, c'est un cheval de Troie. Parce que les grands groupes, personne ne nous aurait adressé la parole en Web 2. J'aurais jamais signé La Poste en Web 2, on n'aurait jamais signé PMU en Web 2, parce que il y a tellement de concurrence et c'est devenu trop clair, entre guillemets, les projets Web 2 pour laisser rentrer des jeunes. Par contre, le Web 3, tu peux vite passer pour quelqu'un qui masterise. Et donc là, toi, tu arrives, hop, tu as une casquette expert et tu fonces et on te fait confiance. Du coup, quand tu arrives dans une petite industrie comme ça, c'est une chance monstrueuse. Et cette chance-là, il ne faut pas la laisser partir. C'est pour ça qu'il faut être partout. On était partout. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est de continuer à être partout. Sauf que, à un moment donné, tu peux pas, ton temps, du coup, en fait, ton temps change de valeur, entre guillemets. Et il faut que je passe, moi, plus de temps avec mes anciens clients et je ne peux plus passer trop de temps à en chercher d'autres parce qu'il faut que je structure en interne. Donc, l'idée, après, c'est de structurer la boîte pour que tu aies des Jean-Nicolas, Maxence, Bis qui vont refaire le même travail. Hop, ils vont se reprendre des comptes clés et on recommence. Mais c'est le plus dur. Toute la période, c'est super dur et c'est beaucoup d'énergie. Hein. Nous, avec Jean-Nicolas, je me rappelle au début, je passais mes journées, mais je n'arrivais même plus à parler à la fin de la journée. Et je disais des mots-clés. C'était des mots-clés. Mes phrases, c'était des mots-clés. J'avais plus de verbe. C'est parce qu'au moins, on parlait à tout le monde. Et en événement, on disait « Ah, mais attends, je t'ai vu sur LinkedIn, tac, mais attends, trop bien, tu fais quoi déjà? Ah, bah attends, viens, on bosse ensemble. » C'est comme ça. Et j'adore, c'est super. Et c'est ce qui, puis vraiment, c'est ce qui, et même encore aujourd'hui, hein, les gens qui sont, qui justement, comme tu dis, qui vont dans les events, qui mettent l'énergie, qui mettent l'intention d'aller connecter sincèrement aux personnes, Ouais. qui veulent, en fait, même, et c'est ça que je trouve vraiment génial dans cette industrie, c'est que juste, tu es curieux, tu poses quelques questions, tout le monde est ultra ouvert, tout le monde est open. Je veux dire, que ce soit dans du physique ou même du virtuel, mais sur LinkedIn, etc., on peut facilement connecter parce qu'il y a quand même ce consensus de ok, t'es dans le Web3, vas-y, on est dans la même industrie, on est là pour push quelque chose, on est là pour build des choses et du coup, on est tous là dans la même, dans la même énergie, quoi. Tu as dit un truc super intéressant. Là, tu viens de dire faut être sincère. Et en fait, c'est vrai. C'est vraiment sous-coté. Mais tous les petits
les gens qui sont là par opportunité, tu le sens. En fait, tu le sens et tu n'as pas envie de créer de lien avec ces personnes-là. Tu vois, typiquement, en événement, il y a des gens, moi, j'arrive pas à connecter avec eux parce que tu sens que demain, de toute façon, ils seront plus là quand il n'y aura plus d'argent. Ouais. Ils seront là, ils s'en fichent. Et au contraire, quand tu es vraiment sincère, on ne te demande pas d'avoir une vision sur 10 ans, mais déjà, sois visionnaire de chaque jour, sois visionnaire de ce que tu fais, dans le sens où apporte, même si tu te trompes, apporte une vision. Et puis, c'est pas grave, au pire, on se trompe, c'est pas grave, mais il faut vraiment sincèrement mettre de l'énergie. Moi, il y a des gens dans l'écosystème, ils sont partis, mais ils étaient tellement sincères que je leur en veux pas. Ils étaient vraiment convaincus, mais ils sont partis. Et c'est pas grave. Tu dis, bon, bah écoute, ils ont donné toute leur énergie, ils ont été super bienveillants avec tout le monde. C'était pas une industrie qui les intéressait, ou au contraire, l'industrie n'est pas bonne, donc ils s'en vont. Par contre, effectivement, quand tu es là et que tu es un peu en mode rat et que tu cherches tac, tac, tac comme ça et que tu t'en vas, tu laisses qu'une trace négative. Et encore une fois, your network is your net worth. Dans un monde parallèle, tu retrouves cette personne-là, tu diras, tu vois, typiquement, avant, c'est pour ça qu'au début, je me suis présenté en disant qu'on avait fait des expériences entrepreneuriales. Une des expériences, donc c'était l'influence marketing. On avait créé une boîte vraiment top, en tout cas à toute petite échelle, bien moins top que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais à l'époque, même si on n'avait pas beaucoup de clients, je trouvais ça vraiment bien. Je trouvais vraiment bien ce qu'on faisait. On était très focus et on faisait les choses très très bien. Et à l'époque, j'avais un concurrent direct. Et au début, mentalité de base, je me suis dit, ah, faut pas que je lui parle. Faut pas que je lui parle à ce mec-là, il va me copier mes idées. Mais pire phrase ever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis plus ça. Et cette phrase-là, pour moi, c'est un red flag. Quelqu'un qui me dit ça, ça sert à rien de me parler, c'est un red flag. Ou au contraire, je vais lui dire, parle au contraire, parce que c'est important de parler. Et je lui ai dit, non, j'ai pas envie. Et au final, je me suis dit, bon, écoute, je vais quand même lui parler. Et puis, c'est pas grave. Au pire, entre avoir une idée et exécuter, il y a quand même un long chemin. Donc, j'y vais. Donc, je lui parle. Super sympa. Il me dit, ouais, moi, je suis dans l'industrie. Effectivement, on fait pas la même chose. Je me dis, bon, bah, c'est incroyable. Et au final, bah, cette personne-là, sa boîte, elle coule. Bon, allez, je sais pas, 3-4 mois après. Nous, on était encore sur le marché. Notre boîte, elle a coulé un peu plus. Enfin, elle a coulé. On s'est fait racheter parce que le marché était down à la fin. Du coup, on l'a revendu à ce moment-là. Et cette personne-là, je l'ai retrouvée 5 ans après dans le Web3 et elle m'a envoyé des clients parce qu'elle m'a dit, à l'époque, tu étais cool, tu étais bienveillant, tu étais sympa, tu n'as pas essayé de me la faire à l'envers et on a gagné des clients grâce à ça. Et en vrai, rien que ça, c'est une mini-victoire. C'était peut-être quelques milliers d'euros, hein, c'était pas grand-chose. Mais je me suis dit, waouh, en fait, depuis quand je l'ai vu, cette personne, j'ai pas osé au début, je me suis dit non, mentalité mauvaise. Après, je me suis dit, tu sais quoi, on y va. Et bien, 5 ans après, il me le rend, entre guillemets. Et en fait, c'est comme ça. Exactement. Et je suis convaincu de chez convaincu que si tu fais n'importe quoi, ça te rattrape tout le temps. Et qu'on peut, même si ça te rattrape à 50 balais, ça te rattrapera. 100% d'accord. Toujours faire les choses avec éthique. Et ouais, non, mais c'est clair, on allait profond mais ça ressemble. Enfin, c'est des valeurs qui sont fortes, en tout cas, qu'on partage à 100%. Et nous, on met vraiment l'humain au centre de tout. C'est pour ça qu'on fait un podcast et qu'on met tout le temps l'humain au centre, justement, parce que on aime avoir ce côté, faisons les choses sincèrement. Il y a toujours quelque chose à apprendre de l'autre. Il y a toujours des choses à apprendre de l'autre, toujours, dans n'importe quelle situation. Et à partir du moment où toi, tu fais les choses bien, tu fais les choses avec le cœur, tu fais les choses avec éthique, et tu es là avec de la bienveillance, les choses, elles se passent. Complètement. Oui, si tu te trompes, c'est pas grave. Tu peux foirer un projet. Si vraiment tu as mis tout le cœur et la bienveillance pour le faire, bah déjà, tu n'as rien à te reprocher. Et surtout, tu n'as aucune bonne banane. Après que tu ne sois pas en bon terme avec la personne, si toi, tu es sain avec toi-même, aucun problème. 100%. Mais voilà, en tout cas, super intéressant. Super intéressant ta vision, Maxence, et ce que tu partages. Je pense que ça va servir à toutes les personnes qui veulent lancer un business dans le Web3 et qui voudraient se développer, comprendre et faire de choses. Donc, merci en tout cas d'avoir partagé ça. On arrive gentiment sur la fin du podcast. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? En général, on laisse toujours les personnes rajouter un petit mot de la fin, nous dire
voilà, ce qui est peut-être rajouter une information que tu n'as pas partagée, une nouveauté. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais, ou une anecdote, peu importe, qu'est-ce que tu pourrais nous partager ton mot de la fin? Bah, moi, je dirais, tu rebondissais en disant que ça pourrait motiver des personnes peut-être à monter leur boîte ou dans le Web3 ou pas. Moi, ce que je vois depuis que je lance des boîtes, c'est j'ai l'impression d'avoir une vie parallèle, vraiment. Et je pense Ok, que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est tellement enrichissant de créer une boîte, même si au début tu galères et au début tu as l'impression de ne pas avancer. J'ai tellement fait des rencontres, j'ai des milliers d'anecdotes à Dubaï, partout dans le monde où on a rencontré des gens, ils nous ont fait confiance, pas confiance. J'ai rencontré des gens, des fondateurs de boîtes, etc. Parce que il y a une phrase que je me dis tout le temps, alors c'est des phrases bêtes, mais ça motive vraiment, c'est tu peux chercher un oui, le non, tu l'as déjà. En fait, moi, je pars du principe que tout est non autour de toi. Quand tu es dans la rue et que tu vas voir quelqu'un, c'est non. La personne, de base, ça va être non. Vous, typiquement, si vous ne m'aviez pas demandé de faire le podcast, bah, je ne vous aurais pas envoyé de message parce que c'était je non ne savais pas. automatiquement. Simplement. Donc, ça aurait été un non sans faire exprès. Par contre, en venant me chercher, vous avez cherché le oui. Et ça, je pense que les gens l'oublient parce que la plupart du temps, les gens me disent mais non, mais j'ose pas y aller, j'ose pas. Bah, c'est que tu es prêt à renoncer à un oui. Et quand tu es sûr de te dire que tu as déjà un non et que tu peux que chercher un oui, et qu'au pire des cas, si la personne te dit non, tu le savais déjà, bah, tu as tout gagné. Donc vraiment, tu peux chercher un oui, le non, tu l'as déjà. J'adore cette phrase. Ouais, c'est génial. Bah, franchement, moi j'apprécie beaucoup ce que tu as dit. Ouais, je trouve que moi, ça fait sens. En tout cas, moi, ça fait sens. Je trouve ça très intéressant. Bah, ok. Bon, bah, Bah, super mot de la fin. En tout cas, je pense que merci beaucoup. ça va booster beaucoup de gens qui écoutent le podcast et qui l'ont écouté jusqu'au bout, qui vont se dire, ok, waouh. Le mot de la fin de Maxence, il déchire. Nickel. Non, bah, écoute, j'espère, mais merci en tout cas pour ce temps de parole et pour ce temps d'échange surtout. Et si vous avez besoin d'autre chose, je suis dispo. Ah, bah, Avec merci à grand toi pour la plaisir en tout valeur que cas. tu as apportée pendant le podcast. On te souhaite Merci une beaucoup. excellente journée. Pour toutes les personnes qui nous ont suivis, allez voir Wacom Studio. C'est incroyable, super boîte. Ils font un gros travail. N'hésitez pas à les contacter. Vous allez trouver Maxence également sur LinkedIn. On vous mettra tous les liens en commentaire. Et on vous souhaite tous une excellente fin de journée. Merci encore, Maxence. Et à très vite. Merci les gars. Ciao, ciao. Ciao.